Alors, ce risque cyber va-t-il devenir inassurable, comme nous l'a dit, enfin pas à nous spécifiquement, mais au Financial Times précisément, le patron de Zurich Insurance. Pour en parler, Philippe Cottel, administrateur président de la commission cyber à l'AMRAE, c'est l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Vous êtes le représentant de l'AMRAE dans le groupe de travail de la Direction générale du Trésor qui a produit ce rapport sur la cyberassurance dont on a beaucoup parlé dans Smartech. Et vous êtes aussi le vice-président de FERMA, l'Association européenne des associations de risk managers. À côté de vous, Bernard Montel, directeur, bonjour, technique et security stratégique pour la zone EMEA chez Tenable, entreprise de la cybersécurité. Vous avez développé en octobre une nouvelle plateforme de gestion de l'exposition pour unifier la découverte et la visibilité de tous les actifs et fournir une évaluation justement sur l'exposition, les vulnérabilités de l'entreprise, sur la surface d'attaque finalement de leur système d'information. Et restez avec nous autour de la table Chantal Julia, professeure de nutrition à l'université Sorbonne Paris-Nord. Merci Chantal Julia de nous avoir éclairé sur le risque alimentaire et comment on peut y répondre avec le Nutri-Score. Maintenant, on va s'intéresser au risque de la cybersécurité. Vous pourrez évidemment poser des questions à nos experts qui ont trouvé, vous, votre explication très pertinente. Alors, donc je le disais, fin décembre, on a Mario Greco, donc le directeur général de Zurich Insurance, qui déclare au Financial Times que les attaques numériques vont devenir inassurables, plus encore que les catastrophes naturelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui déjà, Philippe Cottel? Alors, je pense que c'est probablement une déclaration qui a été faite avec un certain nombre de prérequis, notamment par rapport au risque systémique. Oui. Alors, ce qu'on appelle risque systémique, on va préciser, c'est-à-dire qu'une simple attaque de cybersécurité sur un système d'informatique même d'une petite entreprise peut avoir des conséquences sur l'ensemble d'un système et ça peut créer jusqu'à des risques pour les civilisations. C'est ce que nous dit en tout cas le patron de Zurich Insurance. Absolument. Néanmoins, je pense qu'il faut relativiser ce genre de propos. Si on considère les catastrophes naturelles, les assureurs ont indemnisé 260 milliards de dollars de sinistres en 2022. Donc on est très loin de ce niveau d'indemnisation. On est à combien? On sait? On ne le sait pas. On ne sait pas. On ne le sait pas. On est très loin. On en est très très loin. Aujourd'hui, la prime mondiale d'assurance cyber est de l'ordre de 4 milliards. Ouais. Donc on est très loin de... On parle d'une dimension totalement différente. Donc mettre les deux côte à côte n'est pas forcément extrêmement pertinent. Par contre, effectivement, il y a un risque. Pour qu'il soit assurable, il faut bien qu'il y ait un risque. Et c'est là où on doit progresser pour mieux le comprendre et mieux l'analyser. Alors Bernard Montel, quelles sont ces menaces actuelles où on en est des niveaux de risque, justement? Bon, les menaces, elles sont diverses. Il y a en effet de plus en plus de cyberattaques. Chaque année, on voit en fait que c'est en forte augmentation. Mais il est évident aujourd'hui que la menace principale en termes de cyberattaques, elle est surtout de la cybercriminalité. C'est la menace numéro 1. On entend tous parler de rançongiciel, ransomware en anglais, qui fait que les entreprises, les organisations sont attaquées avec une demande de rançon. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques années et qui est en forte augmentation. C'est une pression importante auprès des entreprises et des organisations, car les attaquants non seulement attaquent, mais en plus demandent derrière d'être payés. Donc c'est la menace aujourd'hui numéro 1. C'est ce que dit le rapport sur les risques du Forum économique mondial, hein, qu'on a un double impact finalement sur les entreprises, à la fois les dégâts informatiques et un coût économique de plus en plus élevé. C'est un double impact, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes attaqué, votre système est arrêté. Lorsque ce système informatique aujourd'hui, qui est quand même la dorsale de toutes les entreprises, hein, on peut plus se passer de l'informatique, eh bien votre activité est arrêtée. Elle peut être arrêtée des fois plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a certains hôpitaux qui ont été attaqués et qui sont revenus en fait à de la gestion de données patients avec du papier et du stylo. Donc ça, c'est le premier impact qui est un impact. On nous dit même que dans certains cas, je crois que c'est à Corbeil-Essonnes, hein, des dossiers médicaux sont totalement perdus. C'est possible. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, en fait, cette information, elle peut être sortie, exfiltrée, supprimée, et donc, oui, perdue. Il y a aussi des impacts en termes de réputation pour les entreprises lors de ces attaques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est évalué dans les coûts pris en compte par les assureurs ? Aujourd'hui, non, parce que la réputation, c'est quelque chose qui est immatériel, et donc, de fait, il est très difficile de pouvoir traduire cet élément immatériel
en données financières. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on est en phase de maturité, d'augmentation de la maturité. Les très grandes entreprises étaient très matures, les ETI le deviennent, les PME, peu à peu, prennent en compte le fait qu'elles sont dépendantes du cyber, et pour avoir le courage de dire, eh bien, si ce système n'est plus disponible, eh bien, je ne peux plus produire, ou je ne peux plus prendre de commandes, ou je ne peux plus payer mes salariés pendant une période donnée, et être capable de le quantifier. Cette prise de conscience-là, elle va servir de vecteur pour investir dans des éléments de cybersécurité. Il faut saluer l'écosystème français, et notamment le travail formidable de cybermalveillance.gouv.fr sous la direction de Jérôme Notin, qui permet de guider un certain nombre de professionnels de sécurité comme étant des interfaces de confiance pour toutes ces entreprises. Et on a aussi le patron, le président, le directeur du campus cyber qui est à la tête maintenant d'une mission qui va permettre justement d'adresser cette question de la cyberprotection des PME, qui est une question pas simple. Est-ce que vous diriez que, d'ailleurs, sur les PME, on en est où de votre regard, vous, de fournisseurs de solutions de cybersécurité? Ça progresse ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, il y a quelques années, les attaques ciblaient essentiellement les très grands groupes. Aujourd'hui, par retombée, et aussi parce que, en fait, ces grands groupes s'appuient sur des petites sociétés. En France, on est quand même un pays où on a beaucoup de petites entreprises qui travaillent avec des très grands groupes. Ouais. Aujourd'hui, elles sont aussi concernées. Le rançongiciel, le ransomware, aujourd'hui, cible tout le monde, y compris les toutes petites entreprises de 50 personnes, voire moins. Donc, oui, donc une fois qu'on a été attaqué, j'imagine qu'on se dit, bon, ok, là, ça vaut le coup vraiment de réfléchir à des systèmes de protection. Oui, alors là, c'est tout le débat, et chez Tenable, on est spécialiste de ce domaine-là, qui est plutôt la prévention, plutôt que de réagir après coup en se disant, qu'est-ce que je peux faire ? Certainement, ouais. Prévenir, ça veut dire tout simplement essayer de préparer. Je pense que pour réduire... Et vous arrivez facilement à les adresser pour être tout à fait concret, les PME, aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, en fait, les solutions sont adaptables à tout type d'entreprise. Et elles sont réceptives ? Elles sont de plus en plus réceptives parce qu'il y a de plus en plus d'attaques sur des petites entreprises également. Est-ce que vous diriez, Philippe Cotel, que aujourd'hui c'est l'entreprise qui choisit son assureur ou que c'est l'assureur qui choisit les clients qu'il veut bien couvrir en matière de risque cyber ? Alors, aujourd'hui, clairement, les assureurs ont augmenté significativement leurs contraintes en termes d'assurabilité, leurs exigences. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un marché où il y a un effet ciseau. Les entreprises sont dépendantes du digital et vont le rester pour le reste de leur vie. Donc c'est un risque long terme et qui va croître dans le temps. En face, on a des assureurs, et vous le soulignez avec l'intervention du patron de Zurich, des assureurs qui sont dans un marché volatile, court-termiste, avec une incertitude sur le long terme. Et en fait, leur incertitude sur la gestion de risque implique qu'ils ont augmenté significativement leurs exigences en termes d'assurabilité, qui fait qu'aujourd'hui, pour le moment, beaucoup d'entreprises ne sont pas assurables en accord avec ces critères-là. Donc effectivement, aujourd'hui, les assureurs sont plutôt en mesure de choisir... C'est eux, aujourd'hui, ils sont en position de force. Pour un certain nombre d'entreprises, effectivement. Et c'est l'enjeu, effectivement, du travail que l'on a mené avec la DG Trésor, de faire en sorte de débloquer ce système-là pour faire en sorte que l'on ait un schéma qui soit plus équilibré entre la demande des entreprises et les attentes des assureurs. Et c'est ça l'essentiel des chantiers qui doivent être menés à partir d'aujourd'hui. Alors comment on fait pour rééquilibrer les forces ? Alors, il y a des actions à mener partout. Du point de vue des assureurs, la Direction générale du Trésor préconise la réflexion sur une création d'une branche spécifique d'assurance cyber qui n'existe pas aujourd'hui, qui va permettre de mieux cibler à la fois les risques pris par les assureurs et les provisions qui sont en face. Pour les entreprises, et c'est aussi quelque part la démarche de la loi LOPMI qui a pris effet récemment, on a besoin de données plus fiables. Vous disiez aujourd'hui combien on a de sinistres aujourd'hui en cyber, on ne le sait pas. Ouais. Combien d'entreprises françaises sont attaquées en 2022 ? On ne le sait pas. D'où la nécessité de porter plainte. Au-delà du fait que c'est nécessaire pour les enquêteurs, dans le cadre de la poursuite des malfrats, c'est nécessaire aussi pour avoir davantage de données concrètes sur le risque cyber en France. On ne peut pas rester dans cette incertitude sur quel est l'impact économique réel, avéré, prouvé
sur des attaques cyber en France, on ne peut pas continuer à développer une prévention sans avoir des données fiables. Par exemple, pour la prévention routière, on a réussi à diviser par 4 le nombre de morts sur la route à partir du moment où on a vraiment mesuré le nombre de morts sur la route. C'est vraiment la même chose qu'il faut qu'on fasse sur le cyber. Ouais. Comment est-ce qu'on peut rassurer son assureur? Eh bien, tout simplement. On en est là, déjà, en fait, aujourd'hui, pour l'instant. En lui montrant qu'on a un programme de cybersécurité qui est efficace, en montrant qu'on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un certain nombre d'actions pour réduire ce risque. On parle bien de risque. Donc, quelque part, si on ne fait rien et qu'on attend, l'assureur ne va pas forcément être très rassuré. Il y a des conditions minimales pour montrer justement qu'on fait le nécessaire aujourd'hui pour se protéger? Alors aujourd'hui, pas forcément, mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Si je fais un C'est parallèle... possible, ça, de le généraliser, de faire une sorte de cyberscore Ça pourrait être intéressant. On peut faire une référence au Nutri-Score qu'on a abordé juste avant. Si on fait une comparaison, par exemple, avec la réglementation, vous prenez par exemple le RGPD, qui est la protection des données personnelles. Oui. Qu'est-ce que ça a fait? In fine, tout le monde a un niveau d'exigence minimal. Et donc, pour pouvoir protéger les données personnelles, on a augmenté mécaniquement le niveau de cybersécurité. Quelque part, on pourrait s'inspirer d'un certain nombre de réglementations pour que les entreprises, si elles veulent être assurées à terme, eh bien, au minimum, mettent en place une prévention et des actions de réduction du risque cyber. Alors, ce cyberscore, je plaisante, mais c'est quelque chose qui tourne là en ce moment, non? Cette idée de c'est effectivement pouvoir évaluer la manière dont on se protège. C'est totalement la proposition que l'on a fait dans le cadre de ce rapport pour dire de manière, c'est extrêmement simple. Une petite entreprise qui a 50 ou 100 employés, on ne peut pas lui demander d'avoir un domaine de cybersécurité qui est l'équivalent d'une entreprise du CAC 40. Ouais. Ça, c'est juste évident. Mais à partir du moment où on a dit cette évidence, quel est le niveau d'exigence approprié par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à son activité, qui va lui permettre d'avoir cet objectif qui soit pragmatique, pour lequel, effectivement, par rapport où il en est aujourd'hui, voilà l'endroit où il doit être par rapport à son activité. Et c'est comme ça que les investissements cyber vont être effectivement les plus efficaces et les moins anxiogènes, parce que c'est un domaine très technique, très complexe, il y a des multitudes de solutions, il faut être capable de pouvoir simplifier ça à un dispositif qui est efficace vis-à-vis d'une cible cyber. Mais là, vous allez rentrer dans les mêmes difficultés que ce dont on a parlé avec Chantal Julia, où le problème de la quantité, par exemple. Là, vous me dites, en fonction de la taille de l'entreprise, on ne pourra pas avoir les mêmes exigences. Sauf qu'une toute petite entreprise peut être le sous-traitant d'un groupe majeur industriel, où les risques sont véritablement systémiques. Donc, comment on va gérer cette problématique de cyberscore en fonction de la taille des entreprises? Alors, je pense qu'il faut faire de manière pragmatique. Cette première étape, qui est juste du bon sens, de dire une entreprise de 100 personnes doit avoir un objectif, un référentiel cyber auquel il s'adosse. Ça, c'est cet objectif-là qui va aussi lui permettre de pouvoir dialoguer avec les assureurs pour dire, voilà, j'ai mis les investissements en place par rapport à cet objectif, et pour cet objectif-là, je suis un risque tout à fait assurable. Et c'est aussi cette démarche-là. La deuxième condition, c'est qu'effectivement, vous parliez des grands groupes qui vont peut-être interfacer avec cette entreprise-là. Ce grand groupe peut avoir d'autres exigences supérieures pour travailler avec cette entreprise. Mais néanmoins, je pense que c'est ou peut-être une responsabilité partagée avec son sous-traitant. Oh, on n'en est pas là. On n'en est pas là. D'accord. Sur la question de l'assurance cyber, une fois qu'une entreprise est assurée, est-ce qu'elle baisse la garde? Alors, c'est le risque. Je pense qu'il faut faire attention aux faux semblants. Il ne faut pas se dire, ça y est, je suis assuré, et donc du coup, je n'ai plus forcément besoin de mettre en place toutes les pratiques en cybersécurité et les outils qui vont avec. Lorsque vous êtes assuré, vous ne faites pas forcément du 230 km/h sur l'autoroute. D'accord ? Donc il y a quand même un niveau de cybersécurité qu'il faut garder et ne pas avoir une couverture qui cacherait un petit peu, qui mettrait un peu le couvercle sur la marmite. Ça va dépendre aussi des clauses. Je pense que si les assureurs mettent en place des clauses qui nécessitent que justement l'entreprise fasse ce qu'il faut en termes de prévention et de programmes de cybersécurité, alors quelque part, ils continueront à augmenter le niveau de sécurité. Là, on est sur un sujet, c'est est-ce que l'assurance va permettre d'augmenter le niveau de sécurité
Ou est-ce que l'assurance va dire, non, ça y est, c'est bon. D'autant que si on leur dit, finalement, dans certains cas, on peut même couvrir le paiement de rançon. Philippe Cottel, on ne va pas dans le bon sens si on fait comme ça. Alors, il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sur ce sujet-là. Aujourd'hui, si vous interrogez n'importe quel assureur, il vous confirmera que c'est un épiphénomène, c'est même pas 5% des indemnisations qu'ils font aujourd'hui. Ouais. La position de l'AMRAE, elle a toujours été claire et limpide. On recommande de ne pas payer ces rançons. Et effectivement, ce qui compte aujourd'hui, c'est ces couvertures de ransomware, parce que ce sont la meilleure manière de protéger l'entreprise dans sa gestion de crise et de l'accompagner pour revenir à un état normal sans avoir la tentation avoir à payer la rançon parce qu'ils sont seuls. Après, vous parliez effectivement de dynamique, et on a aujourd'hui une vraie dynamique par rapport à l'assurance. Les exigences d'assurabilité ont augmenté, mais en même temps, les entreprises commencent à prendre leur destin en main. Il ne vous a pas échappé que la loi de finances qui vient d'être votée permet la création de captives d'assurance pour les entreprises de toute taille. Ça ne m'a pas échappé, mais justement, je me suis dit que vous alliez me réexpliquer de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ces captives ? Alors, c'est la capacité pour toutes les entreprises, quelles que soient les tailles. Là où uniquement c'était un dispositif que pour les très grandes entreprises, là, ce sera délivré pour toutes les entreprises, de manière à créer une filiale qui leur appartient, créer une société de réassurance. C'est donc une vraie société de réassurance qui est soumise aux mêmes éléments de régulation de la part du régulateur et qui va lui donner un outil de centralisation de tous les éléments du risque correspondant à... C'est-à-dire qu'il faut provisionner ce risque, Il faut provisionner ce risque, mais quelque part, ça permettra de rassembler ces données de façon à avoir un outil fiable de pilotage de leur gestion de risque. Et c'est en faisant ça qu'effectivement, les entreprises seront plus capables de pouvoir mieux identifier leurs priorités en termes d'investissement de prévention et de pouvoir avoir un dialogue constructif avec les assureurs parce qu'ils connaissent maintenant la façon dont les assureurs fonctionnent. Et c'est cette dynamique-là qui est très positive, vraiment soutenue par l'AMRAE qui a joué un rôle fort par rapport à ça, de façon à pouvoir accompagner les entreprises dans une meilleure gestion de risque globale. Pour revenir sur la question des moyens du minimum nécessaire, je dirais, pour protéger son entreprise, comment on fait auprès des plus petites ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Déjà, il faut revenir à l'essentiel. La plupart des attaques cyber s'appuient sur des vulnérabilités ou des failles connues et qui sont souvent là depuis longtemps. D'accord ? Il est rare qu'une attaque arrive sur une faille qui est sortie le matin même. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on ne peut pas tout protéger, il faut aussi avoir une approche par les risques. Réduire en fait le problème à l'essentiel. Dans chaque entreprise, qu'elle soit petite ou grande, il y a une application vitale, importante. On va s'occuper essentiellement et en priorité de celle-ci. On va aider à comprendre les priorités. On va se focaliser sur celle-ci et combler les failles. Je pense que tout le monde autour de la table a un smartphone. En fait, on parle des risques métiers, c'est ça ? Des risques métiers et des vulnérabilités associées. On doit tous mettre à jour nos applications régulièrement. Oui. Souvent, on a des applications qui doivent être mises à jour pour des raisons de sécurité. C'est ça les failles. Dans les systèmes informatiques des entreprises, il y a des mises à jour à mettre en place. On ne peut pas les mettre sur tout. On va les mettre uniquement sur les applications métiers essentielles. Est-ce qu'il faudrait penser à créer une sorte de CMU pour le risque cyber, une mutuelle universelle, pour que tout le monde puisse être protégé ? Alors, c'est le débat de l'assurance obligatoire ou de la couverture obligatoire. Oui. Notre position, c'est que ce n'est pas forcément la manière qui va permettre aux entreprises de prendre conscience des contraintes et des exigences en termes de gestion de risque. Il faut continuer à développer cette identification, cette quantification et cette prévention par rapport à des référentiels qui restent à définir. Avec cet élément-là, ainsi qu'avec le dispositif de captive, les entreprises sont infiniment plus musclées pour pouvoir effectivement décider des couvertures d'assurance dont elles ont besoin de façon à augmenter leur capacité de résilience. C'est dans cette approche-là qu'on aura un système qui sera, je dirais, le plus équilibré et le plus solide sur le long terme. Je vous rappelle, le risque cyber, c'est un risque long terme. On ne doit pas seulement se concentrer à cette année, on doit réfléchir aux 5 ou 10 ans qui viennent, et le fait que ces entreprises auront besoin, dans 5 ou 10 ans, d'avoir une couverture. Vous ne pouvez pas nous donner un conseil, Philippe, sur quelle est la meilleure assurance, comment choisir en tout cas son assurance ?
Alors, le compliqué. meilleur conseil qu'on peut donner pour choisir la bonne assurance, c'est de pouvoir bien identifier son besoin. Son besoin en termes de couverture, quel type de risque on souhaite couvrir, quel est le montant que l'on souhaite couvrir, et c'est donc effectivement l'identification et la quantification associée avec une vraie prévention qui permet d'être solide par rapport à une exigence. Dire, monsieur l'assureur, je veux être assuré pour le cyber, ça n'a pas de sens. Il faut être capable de pouvoir avoir un dialogue beaucoup plus constructif. Les courtiers sont là aussi pour les aider, les orienter, de façon à pouvoir dire, voilà la couverture dont j'ai besoin pour tel niveau d'indemnisation. Est-ce que vous êtes capable de me faire une offre qui correspond ? Donc ça passe par une évaluation des risques et une bonne connaissance de où se trouvent Exactement. ces failles. Ouais. Une cartographie des risques, une cartographie des systèmes, comprendre un petit peu dans une carte si on avait des petits drapeaux en disant tiens, là en ce moment j'ai un risque qui est plus élevé qu'hier. Mais tout ça, ça part du principe qu'on imagine qu'on choisit son assureur. Ah, aujourd'hui, pour l'instant, c'est visiblement encore un peu compliqué. C'est plutôt l'assureur qui nous choisit, c'est ce que vous nous avez dit. Alors, c'est l'assureur qui nous choisit. Par contre, on peut choisir son assurance. Ouais. Et c'est ça le sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Chantal, Julia, peut-être vous avez une remarque ou une question ? Non, c'était très clair. Eh ben, super. Merci encore à tous les trois. Philippe Cotel, Amrae, Bernard Montel de Tenable et Chantal Julia, de l'Université Sorbonne Paris Nord. On se retrouve juste après la pause. On va parler biomimétisme. On part un peu dans la nature.